Bonjour. Donc, le syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible, c'est un syndrome radioclinique à expression neurologique. Ses premières descriptions remontent aux observations de Schwartz, qui avait rapporté en 1992 une première série de patients avec une hypertension artérielle et des anomalies radiologiques caractéristiques. Et en 1995, une autre série de patients traités par cyclosporine et qui avaient le même type d'anomalie aux imageries cérébrales. Le syndrome a ensuite été franchement mis en avant par une publication dans le New England par Imshey, qui a appelé ce syndrome le syndrome de leucoencéphalopathie postérieure réversible. Depuis, il y a eu un certain nombre de descriptions qui ont permis d'avancer dans les connaissances de la description de ce syndrome, mais également un certain nombre d'idées reçues sur lesquelles je vais essayer de revenir tout au long de la présentation. Donc, tout d'abord, il est important de rappeler que l'ensemble des connaissances sur le syndrome repose sur des données rétrospectives. Les études sont des études qui ont été publiées entre 1992 et même d'autres plus récemment, donc jusqu'en 2013. L'incidence du syndrome est totalement inconnue. Les patients concernés sont des patients d'âge moyen, avec 42 ans en moyenne, mais vous voyez que tous les âges de la vie peuvent être concernés. Il y a une franche prédominance féminine qui aura pu être rapportée à une catégorie des étiologies, mais les variations de l'incidence de la maladie au sein de sa représentation des étiologies fait que ce n'est pas forcément un argument. Ce sont en tout cas des patients qui ont des comorbidités sévères, des patients allo ou autogreffés de moelle, des transplantés d'organes solides, des patients insuffisants rénaux chroniques, des patients avec des maladies de système ou des patients hypertendus chroniques. Et ce qui est important de noter dès maintenant, c'est que la présentation de ce syndrome va pouvoir nécessiter une prise en charge intensive en réanimation avec la ventilation mécanique jusqu'à à peu près 40% des cas. Donc la physiopathologie reste discutée. Il y a finalement deux grandes hypothèses qui sont avancées. La première repose sur l'hypertension artérielle et la seconde repose sur un mécanisme de cytotoxicité. Dans le premier mécanisme qui est évoqué, celui de l'hypertension artérielle, il y a un phénomène d'hyperperfusion sur lequel je reviendrai après, qui se caractérise par une dysfonction de la barrière hémato-encéphalique. Dans le deuxième mécanisme, celui de la cytotoxicité, il y a un phénomène d'hypoperfusion. L'hypoperfusion est caractérisée par une altération de la barrière hémato-encéphalique et le dénominateur commun à ces deux mécanismes physiopathologiques, c'est l'apparition d'un œdème vasogénique qui va entraîner les anomalies que vous verrez à l'IRM et probablement les anomalies cliniques. Juste un petit rappel sur la physiologie de la perfusion cérébrale. Donc le flux sanguin cérébral, il est déterminé par deux éléments. La pression de perfusion cérébrale qui elle-même est déterminée par la pression artérielle moyenne moins la pression intracrânienne. Et puis tout ça est régulé par la résistance vasculaire cérébrale. Et donc on voit que si jamais la pression artérielle moyenne augmente, le seul moyen d'assurer un flux sanguin cérébral va être d'augmenter la résistance vasculaire cérébrale. Et donc c'est effectivement ce qui se passe. On voit dans la zone d'autorégulation ici, chez un patient normal, tout le range de pression artérielle moyenne qui va pouvoir être toléré, avec parallèlement des phénomènes de vasoconstriction de la vascularisation cérébrale et jusqu'à un cut-off de tolérance de vasoconstriction qui va entraîner ensuite les mécanismes d'hyperperfusion et donc le premier mécanisme physiopathologique que j'avais évoqué. Chez le patient hypertendu chronique, cette zone de tolérance va être décalée et il faudra des régimes de pression artérielle moyenne bien sûr plus élevés que par rapport à un patient avec une pression artérielle classique. Quel que soit le mécanisme physiopathologique évoqué, l'hypertension ou la cytotoxicité, il va y avoir donc avoir une lésion ou une dysfonction endothéliale et l'œdème vasogénique dont on vient de parler, mais également dans un certain pourcentage de cas qui est difficilement prévisible a priori des phénomènes de vasospasme qui vont pouvoir se compliquer d'ischémie et d'hémorragie. Et là, on voit d'emblée avec ces mécanismes physiopathologiques évoqués que le principe de réversibilité n'est pas forcément évident. D'un point de vue anapathe, il y a des corrélations qui ont pu exceptionnellement être rapportées. On voit ici un patient avec de l'œdème au niveau de la substance blanche et puis la perte de différenciation corticale et sous-corticale qui caractérise l'œdème à l'anapathe. Et puis chez ce patient qui avait en fait non pas des mécanismes d'hypertension artérielle comme étant responsables de son syndrome PRES, mais un phénomène de cytotoxicité avec le tacrolimus. On voit aux coupes microscopiques que le mécanisme de cytotoxicité est bien mis en évidence, en particulier sur cette planche-là, où on voit le vaisseau avec tout autour de la nécrose de la substance blanche. Alors,
il n'y a pas de critères diagnostiques clairement établis, mais pour reconnaître le syndrome, il faut reconnaître des manifestations cliniques qui vont être typiques et des caractéristiques radiologiques qui vont être très évocatrices. La réversibilité fait partie du nom du syndrome, donc c'est difficile de ne pas l'évoquer, mais ça ne sera pas forcément évident à envisager comme critère diagnostique clair, d'autant plus qu'on veut un diagnostic au moment où le problème se pose et non pas dans un phénomène dynamique a posteriori. Donc les manifestations cliniques du syndrome sont caractérisées par une association variable de signes, des convulsions, des troubles de conscience, des céphalées, des troubles visuels, des nausées, vomissements et une atteinte neurologique qui peut être focale. Typiquement, pour le mémoriser facilement, ce sont les signes qu'on reconnaît dans la pré-éclampsie et éclampsie. Au maximum, les convulsions peuvent être compliquées d'état de mal épileptique, les troubles de conscience d'un coma, et comme vous le voyez, les principaux signes représentés vont être donc les convulsions et les troubles de conscience. La crise aiguë hypertensive est un élément qu'on va souvent discuter face à la présentation de ce type de tableau. Elle est présente dans près de 80% des cas, mais comme vous le voyez, elle est fréquemment présente, mais pas forcément associée au syndrome, donc pas forcément nécessaire. Et dans les études qui ont rapporté les chiffres de pression artérielle moyenne, les chiffres rapportés sont aux alentours de 120 mm de mercure de valeur médiane de pression artérielle moyenne. Il est important de noter aussi que le degré de pression artérielle ne va pas être associé à l'intensité des manifestations cliniques ou radiologiques du syndrome. Alors les caractéristiques radiologiques, il y a une description très classique qui a été donnée qui repose principalement sur la publication de Hinche en 1996, où on décrivait une implication systématique de la substance blanche par définition. D'ailleurs, il y avait le terme de leucoencéphalopathie qui était retenu à l'époque. Les lésions étaient principalement décrites de manière bilatérale, elles étaient rarement confluentes ou asymétriques. Et puis finalement, une implication corticale a pu être décrite qui explique probablement pourquoi le terme de leucoencéphalopathie a été retiré par certains. Et puis on parlait de topographie postérieure dominante, ce qu'on verra qui n'est pas forcément le cas. Alors, la topographie des anomalies, il y a quand même très souvent une atteinte pariéto-occipitale, mais comme vous le voyez, il peut également y avoir des atteintes frontales, temporales, mais des atteintes également très postérieures avec des atteintes du cervelet, même du tronc cérébral ou des noyaux gris centraux. Alors, quel va être l'examen à réaliser pour mettre en évidence le diagnostic ? Le scanner cérébral ne sera pas le meilleur examen à réaliser, mais ça sera sûrement celui que vous aurez le plus facilement en première intention. Il montrera typiquement des hypodensités de topographie évocatrice, mais il est important de retenir que si vous réalisez le scanner cérébral à J1 de votre hypothèse diagnostique, vous pourrez avoir jusqu'à 68% de faux négatifs, alors que si vous répétez ce scanner jusqu'à J2, le taux de faux négatifs va descendre à 26%. Donc là, vous avez une illustration d'atteinte avec des hypodensités au scanner, dans les zones temporales ou plus postérieures. L'IRM cérébral va être le gold standard pour porter le diagnostic. Typiquement, l'IRM va montrer un hypersignal principalement sur les séquences flares, donc de la substance blanche. Il faudra rechercher sur les séquences en T1 un hyposignal dans les mêmes zones correspondantes. En diffusion, les images peuvent être normales. Il peut y avoir une augmentation du coefficient apparent de diffusion, mais on le verra plus tard. Il peut également être diminué en cas de complication. Et puis, dans les rares études qui ont rapporté une injection de produit de contraste, on pouvait observer jusqu'à 40% de rehaussement après injection du contraste. Donc là, vous avez une illustration à l'IRM de lésions de presse avec des atteintes dont on voit bien qu'elles vont mouler les sillons avec une atteinte de la substance blanche et des atteintes qui peuvent être assez diffuses. Ici, vous avez l'illustration d'une atteinte avec les noyaux gris centraux, une atteinte cérébelleuse et puis une atteinte du tronc cérébral. Et là, cette planche illustre très bien l'implication corticale qu'on peut avoir avec l'hypersignal ici du cortex, mais également l'œdème de la substance blanche qui va mouler les sillons en doigt de gant. Alors, je ne l'ai pas rapporté dans le tableau avec l'incidence des différentes topographies qui peuvent être atteintes, puisque là, il s'agit plutôt de cas rapportés. Il y a 3 ou 4 cas rapportés dans la littérature d'atteintes également médulaires. Donc, il peut y avoir une implication médulaire de la substance blanche qui puisse être liée à un press. Et dans ce cas clinique, il s'agissait d'un patient, comme vous le voyez dans le titre, qui était totalement asymptomatique pour ce qui est de son implication médulaire. On voyait très bien l'implication corticale du press, l'implication médulaire ici, qui aurait été réversible avant la régression des anomalies à l'étage cérébral. Alors,
il y a un neuroradiologue qui a beaucoup participé à décortiquer le syndrome, il s'appelle Bartynski. Il a fait en particulier cette publication où il a fait une description sémiologique des différentes atteintes cérébrales des tableaux de presse. Et vous voyez déjà dès cette première planche, il a rapporté 4 grands tableaux en différentes proportions, à peu près équivalentes, aux alentours de 25%. Et on voit que le tableau pariéto-occipital dominant, qui était jusque-là considéré comme le tableau presque pathognomonique d'un presse, n'est présent finalement que dans 22% des cas. Dans ce tableau-là, on a une prédominance de l'atteinte pariéto-occipitale avec une grande variabilité de l'intensité de l'œdème. Il a donc décrit 3 autres tableaux. Le tableau holo-hémisphérique, où l'atteinte est linéaire et on voit un œdème vasogénique qui va s'étendre des lobes frontaux aux lobes pariétaux et occipitaux, avec une moindre implication des lobes temporaux. Le tableau du sillon frontal supérieur qui, comme son nom l'indique, est dominé par une atteinte du sillon frontal supérieur, où là les atteintes vont être non confluentes et elles sont dites patchy. Et puis le dernier tableau, qui est le tableau partiel ou asymétrique, où on va avoir une atteinte donc potentiellement partielle avec une implication fréquente des lobes frontaux et un respect des lobes pariétaux ou des lobes occipitaux. Et puis également, on peut avoir des atteintes asymétriques, donc unilatérales. Et donc la description de cette sémiologie radiologique permet déjà un peu de revenir sur les présentations de presse atypiques. Je pense qu'il y a des tableaux de presse avec des formes cliniques différentes. Alors, quels autres examens complémentaires vous pourriez réaliser pour essayer d'asseoir votre diagnostic quand vous le suspectez? Alors, certains ont proposé le dosage des LDH du fait de l'implication de l'atteinte endothéliale. Il n'y a pas forcément de corrélation avec le diagnostic, mais d'autres y ont trouvé une association pronostique. D'autres auteurs ont essayé de trouver une place à l'albumine pour expliquer les phénomènes d'œdème cérébral. Il n'y a aucune corrélation qui a pu être trouvée. Les hypomagnésémies et les hypocalcémies font partie des causes de presse et pourront faire partie des examens complémentaires que vous rechercherez à ce moment-là. Parce que, outre la description d'un syndrome radioclinique typique, il faudra rechercher une cause, un facteur favorisant. Vous pourrez également réaliser un bilan métabolique large qui participera également à la prise en charge globale. La recherche de toxiques, elle devrait être guidée par le contexte. La ponction lombaire, elle est d'aucun apport diagnostique. Elle pourra même vous troubler en montrant une pléocytose face à des tableaux de presse. Mais dans certains diagnostics différentiels, vous n'aurez pas le choix que de la réaliser. Et finalement, je l'ai mis en dernier, mais j'aurais pu le mettre en premier. L'électroencéphalogramme, par contre, sera un examen réalisé non pas pour le diagnostic, mais pour éliminer les complications associées. Alors, vous pouvez avoir des formes avec une présentation clinique compliquée d'emblée, clinique ou radiologique. L'atteinte ischémique cérébrale est représentée en moyenne dans 17% des cas de tableaux de presse. Dans ces cas-là, vous verrez un coefficient apparent de diffusion inférieur à 20% qui sera mesuré sur les images de diffusion. Des hémorragies cérébrales sont rapportées dans 16% des cas en moyenne dans la littérature. Là, on verra différents types d'atteintes. On peut avoir des hématomes intraparenchymateux de taille variable, des lésions punctiformes, des hématomes plus francs au sein du parenchyme, mais également des hémorragies méningées. Et les facteurs de risque qu'on peut identifier de ce type de complications hémorragiques, c'est les patients à greffé de moelle, les patients sous anticoagulants et l'intensité de l'œdème en séquence flair. Il y a un autre syndrome qu'il faudra rechercher de manière systématique comme pouvant être associé aux presses, c'est le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible. Il fait partie des causes de presse et des co-atteintes de ce syndrome. On ne sait pas combien il y a de cas de syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible associé aux presses, mais on sait depuis les publications de Anne Ducrot que le presse peut être associé, lui, dans 9% des cas de syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible. Il s'agit donc d'une atteinte qui, comme son nom l'indique, cette fois-ci est réversible, caractérisée cliniquement par des céphalées qui vont être récurrentes en coup de tonnerre, des convulsions, une atteinte neurologique focale. Et donc là que vous voyez, on est encore face à des signes totalement aspécifiques qui peuvent être communs aux présentations cliniques de presse. Par contre, seul un examen d'angiographie cérébrale, une ARM idéalement, permettra de mettre en évidence le diagnostic avec une vasoconstriction d'au moins 2 artères ou 2 segments par artère. Donc il sera important d'éliminer cette co-atteinte associée d'emblée. Et puis il peut y avoir des formes catastrophiques avec un œdème cérébral majeur dans les zones postérieures, le cervelet tronc cérébral qui peut entraîner un engagement sous-tentoriel et au maximum des cas décrits de patients monoencéphaliques.
Donc les diagnostics différentiels du PRES, sur la clinique, vous avez compris que ça ne va pas être évident d'évoquer des diagnostics différentiels, ou alors il va y avoir une liste incroyable de cas à évoquer. Donc on va essayer de concentrer l'attention à ce moment-là sur les anomalies de la substance blanche, principalement en séquence flair. Finalement, c'est des anomalies qu'on peut retrouver assez fréquemment dans les phases post-critiques. C'est vrai que dans ces cas-là, ça concernera plus l'atteinte corticale que sous-corticale. Une leucoariose sévère, ça peut paraître évident quand on présente les choses comme ça, mais il y a des cas de patients avec une leucoariose majeure pour lesquels on pourrait confondre la présentation avec un PRES, ou pour lesquels il pourrait y avoir l'association d'une leucoariose avec un PRES. Et puis, il y a les patients qui ont des encéphalites infectieuses, des vascularites cérébrales, thrombophlébite cérébrale ou des AVC ischémiques aux différents temps de prise en charge qui peuvent donner ce type d'anomalie de la substance blanche. Mais de manière évidente, ce sont bien sûr les autres séquences de l'IRM qui vous permettront de redresser le diagnostic en regardant bien sûr les séquences en T1, en diffusion, et puis les séquences après injection de peu de contraste. Donc là, pour illustrer mon propos, il s'agissait d'une patiente qui avait une présentation clinique avec une hypertension artérielle, un tableau très évocateur de PRES. On voit à l'IRM des atteintes périventriculaires pour lesquelles on pouvait penser d'emblée à de la leucoariose, mais peut-être un tout petit peu plus étendue, quoiqu'elle ne moulait pas les sillons en doigt de gant comme la présentation typique du syndrome. En séquence T1, il n'y a pas de corrélation retrouvée. En diffusion, il n'y avait pas d'anomalie. Et après injection de gadolinium, il n'y avait pas de différence non plus. C'était une patiente qui, en plus de ça, a eu une imagerie de suivi qui a permis de voir la stabilité totale des lésions avec une totale régression de l'atteinte clinique. Et donc, il s'agissait juste d'une leucoariose très marquée. Alors les causes du PRES sont assez larges, c'est même un peu déroutant parce qu'il y a chaque jour de nouveaux cas rapportés d'atteintes en particulier toxiques associées à ce syndrome. Et la cause toxique, vous l'avez vu, on en a discuté dans la physiopathologie en introduction, c'est quasiment, en association avec l'hypertension artérielle, c'est la cause principale de PRES. En tout cas, la cause principale rapportée de PRES, on la retrouve dans à peu près 42% des cas. Alors, il y a des combinaisons variables de chimiothérapie qui ont été décrites, qui est difficile de lister. Et puis, globalement, il s'agit surtout des médicaments qui vont être utilisés chez les patients d'oncohémato et qui vont être responsables de ce type de syndrome, mais également les patients immunodéprimés avec maladie de système, donc les agents cytotoxiques, les anti-angiogéniques, les anticorps monoclonaux, les immunosuppresseurs. Et puis, les derniers sont ou régulièrement rapportés impliqués ou le sont progressivement, mais il y a toujours des descriptions de nouveaux cas de PRES de cause toxique. Donc l'hypertension artérielle elle-même, de manière isolée, est rapportée dans 47% des cas. Là, j'ai refait une bibliographie actualisée jusqu'au dernier cas de grande série de PRES qui ont été rapportés. La toxémie gravidique a baissé en fréquence probablement parce que d'autres cas de PRES ont été rapportés. Jusque-là, c'était plutôt 25-33% des patients. Et puis maintenant, la place de la toxémie gravidique baisse à 15% des cas. Les maladies auto-immunes qui étaient moins représentées sont beaucoup plus rapportées comme associées à ce syndrome, maintenant dans 14% des cas. Le concept d'infection de sepsis, choc septique est intéressant. C'est une situation qui peut être associée avec un PRES de manière totalement autonome et il y a 10% des cas qui peuvent être de cause infectieuse. Et puis il y a un espèce de pot pourri de causes qui sont difficiles à classer. Les atteintes drépanocytaires, le syndrome de Guillain-Barré, bien que ça paraisse un peu paradoxal, surtout par les mécanismes de dysrégulation autonomique avec l'hypertension artérielle, l'hypomagnésémie, l'hypercalcémie, on l'a cité tout à l'heure, le syndrome de l'ist tumoral et bien d'autres. Alors le pronostic de ces patients est variable. Certains auteurs ont proposé d'associer le terme de potentiellement réversible au nom du syndrome, mais ils n'auraient pas tort. La réversibilité clinique, elle est retrouvée dans 35 à 100% des cas. La réversibilité radiologique jusqu'à à peu près 90% des cas, mais vous voyez les délais de réversibilité sont très variables et ils montrent surtout la faiblesse des études sur lesquelles on peut s'appuyer, puisqu'on a des délais de réversibilité qui vont de 5 jours à 17 mois. C'est surtout que les patients qui sont décrits dans les études n'ont pas forcément d'imagerie de suivi de manière systématique et on ne peut pas trop en tirer de conclusion. La persistance de l'œdème cérébral va être la caractéristique des réversibilités incomplètes, mais encore une fois peut-être par défaut de suivi. Et puis les patients qui ont de l'ischémie ou de l'hémorragie cérébrale auront probablement une réversibilité moins facile.
La mortalité, sans qu'elle soit forcément directement imputable au syndrome, est de 7%. C'est vrai qu'on a vu que ce sont des patients qui ont des comorbidités sévères, mais il y a une morbidité imputable directe possible quand même. Vous avez vu qu'il y a des possibilités d'engagement cérébral, de complications hémorragiques ou ischémiques qui peuvent par elles-mêmes entraîner le décès des patients. Et puis les récurrences dans les études épidémiologiques sont retrouvées jusqu'à 7% des cas. Pour ce qui est d'identifier des déterminants du pronostic de ces patients, puisqu'on voit que ce n'est pas une pathologie totalement réversible, dans cette étude, on avait essayé de retrouver des facteurs qui seraient prédictifs de l'évolution fonctionnelle. Notre critère de jugement, c'était le score Glasgow Outcome Scale, où l'évolution favorable était jugée par un GOS à 5 et défavorable par un GOS strictement inférieur à 5. Qui consistait au fait de ne pas pouvoir retrouver son travail ou reprendre ses études de manière totalement autonome, même en présence de petits déficits. On voit que dans cette étude qui s'intéressait quand même à une population sélectionnée de patients de réanimation, donc des formes très sévères de presse, 70 patients avaient été inclus rétrospectivement, on retrouvait une évolution favorable à 3 mois chez à peu près 50% des patients seulement. Et en analyse multivariée, on trouvait 3 facteurs indépendamment associés à cette évolution. La cause du syndrome avec certaines étiologies protectrices, c'est pas forcément le bon terme, en tout cas qui était associée à une meilleure évolution, la toxémie gravidique. Et puis 2 facteurs qui étaient associés à une moins bonne évolution chez ces patients. Le fait d'avoir une dysglycémie avec des pics de glycémie à J1 élevés, et puis le délai de réversibilité, le délai de correction de la cause du syndrome, au-delà de globalement 24 heures, qui était associé à un moins bon pronostic. Donc pour synthétiser la prise en charge globale, une fois que vous avez posé le diagnostic de presse en ayant reconnu les anomalies cliniques et radiologiques, discuter les diagnostics différentiels, peut-être intégrer le caractère de réversibilité et évoquer un facteur favorisant et peut-être une hypertension artérielle. Vous pourrez faire un certain nombre d'examens. L'électroencéphalogramme, je pense qu'il faudra faire de manière systématique. La ponction lombaire, il faudra la discuter. Les examens biologiques pour éliminer certaines étiologies et les recherches de toxiques également. Parallèlement, il faudra bien sûr s'attaquer aux défaillances d'organes de ces patients. La défaillance hémodynamique sera exceptionnellement rapportée. Il y aura surtout des défaillances neurologiques ou respiratoires. Donc ça sera principalement la ventilation mécanique qui sera le support d'organes à apporter à ces patients-là. Et puis parallèlement, s'intéresser à l'exploration étiologique du syndrome. Il faudra appliquer des mesures symptomatiques. Il y a 2 grandes mesures symptomatiques à appliquer. Le contrôle de l'hypertension artérielle, c'est difficile de poser des recommandations. Je pense qu'on peut extrapoler les recommandations sur l'encéphalopathie hypertensive, qui recommande à ce moment-là de baisser la pression artérielle diastolique de 15 à 20% ou de la baisser en dessous de 110 mm de mercure en 30 à 60 minutes. Et puis les agents que vous allez pouvoir utiliser sont les agents intraveineux en essayant d'éviter le nitroprusside de sodium qui peut donner l'hypertension intracrânienne. Et puis les traitements antiépileptiques, ils seront adaptés à la gravité de la présentation clinique et pourront associer au maximum une anesthésie générale. Et puis globalement, il faudra bien sûr prendre en charge ces patients de manière non spécifique avec des stratégies de neuroprotection et de la lutte contre les axos. Et donc parallèlement et en urgence, corriger la cause du press, c'est-à-dire contrôler la pression artérielle, arrêter l'agent toxique que vous pourriez évoquer, réaliser une césarienne, une extraction fœtale en urgence en cas d'éclampsie, réaliser une épuration extra-rénale, avoir recours au pneumotope en cas de syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible, qui est un des traitements proposés, corriger les troubles métaboliques, etc., en fonction de ce que vous identifierez comme cause. Et donc, pour conclure, le syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible est très certainement sous-diagnostiqué. On ne peut pas dire qu'il y a une présentation typique, mais on peut décrire 4 grands tableaux radiologiques. La réversibilité n'est pas la règle. Le pronostic fonctionnel de ces patients à J90 peut être altéré dans près de 50% des cas, surtout dans les formes graves. Et la correction du syndrome est une urgence absolue. Je vous remercie.